Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'élection présidentielle passe et que le Cameroun reste debout et dans la paix? Pour le Cameroun après. C'est ça notre préoccupation. C'est ça. Pour cela, il faut que le parti d'Ondondo fasse profil bas. Que le président Sambaka a rappelé le slogan cher à l'UDC, le Cameroun, pour nous tous et par nous tous. Il faut qu'ils comprennent. D'ailleurs, même, ils ont honte aujourd'hui de dire qu'ils sont le parti au pouvoir. Et comment dire, nous sommes le parti proche du pouvoir. Prenez votre responsabilité. Il faut faire profil bas en comprenant que le pays est à nous tous. Et donc, ouvrir le débat politique. Dans une famille, quand vous ne dialoguez pas, vous ouvrez la voie à la violence. L'absence du dialogue est l'ouverture de la porte à la violence. Parce que vous allez agir dans votre sens. Les gens peuvent interpréter votre action, même si c'est motivé par l'intérêt général. Seul vous connaissez que c'est fait par là. Mais si vous étiez assis avec les autres pour échanger, vous aurez compris leur opinion, ils auraient compris les vôtres, et finalement, on sort là, chacun connaissant le sens où va la République et pourquoi on a opté pour ce sens. Le RDPC refuse le dialogue, le pouvoir refuse le dialogue, ils imposent les règles de jeu électoraux votées par le seul RDPC en 2012. Et ce sont ces règles-là qui leur permettent de faire toutes les machines de fraude, dont celle que je venais de révéler là. On a parlé de corruption électorale. Le jour du scrutin, c'est le RDPC qui étale des quartiers généraux pour acheter le bulletin des adversaires. Mais le code électoral interdit ça. Mais comment vous pouvez faire pour acter ça en justice? Si on dit que l'huissier ne peut pas faire le constat le jour du scrutin qui est un jour férié, s'il n'a pas obtenu l'ordonnance du juge des c'est vrai que là vous parlez de RDPC qui est tout aussi un parti politique. Donc, comme vous. Le parti politique concourt, on l'a rappelé. Et donc si vous voyez donc injustement, on vous évite d'avoir la place que le peuple voudrait vous donner. Ça vous frustre et vous pouvez aller à la violence même sans le vouloir. Donc pour éviter la violence, il faut d'abord qu'on s'entende que les règles de jeu sont équitables, partielles. Adamo Kopi, rien n'appelle la violence. Non, je dis rien n'appelle la violence, mais la violence vient souvent même seule. Quand vous vous touchez les gens dans leur sens. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous dire, et je l'ai dit sur un autre plateau, nous irons à cette élection, l'élection présidentielle. Je vous assure que s'il y a fraude, il y aura violence au Cameroun. Sans qu'on le veuille. Quelle sera l'unité de mesure de la fraude? Et le fait... Parce qu'on sait les hommes politiques de mauvaise foi. L'unité de mesure de la fraude, c'est quoi? C'est d'abord le maintien des dispositifs de l'électorat actuel. Pourquoi, nonobstant l'avis de l'entièreté des acteurs politiques, de la société civile et même de l'ECAM, parce que nous, à la plateforme, l'élément déclencheur de l'annonce de la plateforme qui travaille pour la modification du code électoral, c'est la lettre de l'État en interne, où le président du conseil a écrit à ses collaborateurs pour leur demander de faire remonter des observations, des limites qu'ils auront vues dans l'application des règles du jeu électoral. On a pensé que la présidence était préparée pour la modification. Donc même l'ECAM est d'accord pour ça. Donc, comment comprendre que seul le RDPC et le chef de l'État refusent et impose aux autres les règles de 2012 qui ont été votées, je le rappelle, par le seul RDPC. Parce que même l'UNDP qui a signé le partenariat politique avec eux en 1997 et qui avait pour premier point la modification du code électoral ne s'est pas reconnu en 2012 dans ce qui est voté. Et le RDP n'a pas voté ça. Oui, il faut faire attention. Disons que rien n'appelle la violence. Parce que je pense qu'il y a des formes d'expression du peuple qui peuvent éviter la violence. Je voudrais d'abord dire que le parti, l'Union démocratique du Cameroun, dont je suis membre du bureau politique, est un parti réputé être non violent. Nous sommes contre la violence, nous sommes contre tout ce qui peut toucher aux valeurs, remettre en culte les valeurs fondamentales de la République. Et quand nous parlons des valeurs fondamentales, il y a la cohésion sociale, la paix, qui pour nous sont des valeurs avec lesquelles on ne doit pas badiner. Ceci, nous sommes en contexte en une année électorale qui doit être reconnue et connue par tous comme un tournant le plus décisif de l'histoire politique du pays. C'est un tournant qu'il faut négocier avec beaucoup d'intelligence, de prudence, toujours avoir en esprit l'intérêt général de la République doit être au-dessus de toute autre considération. Et quand
vous êtes en face des responsables qui gèrent le pays, qui sont interpellés au premier chef de mettre en exergue et en évidence cette préoccupation, et que vous observez que il passait l'intérêt partisan au-dessus de l'intérêt républicain, on peut arriver à ce genre de situation. Là, vous pointez la responsabilité Je pointe la responsabilité des dirigeants du pays. Parce que c'est eux qui sont interpellés au premier rang. Ouais, mais c'est eux qui ont la responsabilité. C'est quoi les éléments qui les accablent selon... Je veux le dire, je veux vous le faire comprendre. Parce que j'ai échangé avec une autorité, l'initiative de la République, effectivement concernant le contexte et les discours que nous suivons aujourd'hui concernant l'échéance électorale attendue, la plus attendue au Cameroun. Effectivement, le professeur a fait bien d'aborder le sujet sur le mandat impératif qui sort fécu, de dire qu'est-ce qui se cache derrière ça. Ne trouvons pas qu'il s'agit ici de préparer l'opinion à poser des actes qui peuvent être difficilement contrôlables le moment venu si on n'arrive pas à calmer ça aujourd'hui. Qui prépare l'opinion? Et ce débat, vous avez vu, ça venait de dire qu'on l'appelle même de l'extérieur. Imaginez donc qu'à l'intérieur, l'opinion publique est massivement focalisée autour. Et donc quand on est focalisé autour, les hommes de science qui sont divisés, la population est également divisée comme ça. C'est-à-dire il y en a qui croient que oui, c'est ce côté qui a raison, l'autre c'est tel qui a raison. De sorte que le moment venu, quand la décision sera prise, quand ce sera en faveur d'un côté au détriment de l'autre, l'opinion publique favorable au côté qui sera lésé, comment est-ce qu'elle va agir si ce n'est de descendre dans la rue? J'ai l'impression que c'est ça qui se prépare. Et quand je parlais de ça à cette autorité, elle nous a dit, nous sommes préparés conséquemment, parce que le moment venu, ceux qui descendront trouveront l'absence de l'État, qui va les écraser le moment venu. Parce que nous ne pourrons pas tolérer que les gens descendent. Donc vous comprenez que, et moi je dis à cette autorité, faites attention, parce que c'est vous qui avez la responsabilité de protéger la vie des citoyens. C'est vous qui gérez effectivement la puissance de l'État. Et l'objectif, quand on a cette responsabilité, c'est de préserver la vie, c'est d'assurer, garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Vous devez donc envisager toute action, mais sauf celle qui viserait à descendre, à écraser les gens s'ils descendaient dans la rue. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Étant donné que déjà la descente dans la rue peut aussi être considérée comme une violation, non? Mais c'est une violation. C'est une violation. Bon, si on respecter les procédures et les normes, enfin, je pose la question. Oui, mais écoutez, je voudrais dire, lorsque vous tenez le plateau d'œufs qui doit nourrir la famille, et vous devez éviter d'entrer dans un jeu dangereux, n'est-ce pas? Vous allez dans la bagarre, si le plateau tombe et que les gens restent affamés, c'est vous qu'on va accuser. On ne va pas dire c'est elle qui était venue vous gifler. Vous devrez éviter que la personne vienne vous gifler. Parce que vous devrez être conscient de l'importance de ce que vous avez en main. C'est ça le défi du gouvernement aujourd'hui. On doit comprendre que, quelles que soient les attaques, quelles que soient les provocations, la responsabilité de préserver les vies des Camerounais et de leurs biens, c'est à eux de jouer. Et comment ils doivent jouer? Ils doivent montrer qu'ils sont capables de gérer ce pays en bon père de famille et d'être au-dessus des considérations partisanes. Que ce qui expose le Cameroun à un risque grave, c'est le fait de penser qu'on tout le temps, comme on a eu l'habitude de faire depuis le retour au multipartisme, d'utiliser la puissance pour aider un parti politique à gagner contre ses adversaires. Et ça, quand vous allez le faire, si vous restez dans cette logique, comprenez que le risque d'éclosion, le risque de crise, le risque de violence est maximisé. D'accord. Il faut éviter toute gestion partisane de la puissance publique en scène électorale. Jouer pleinement le rôle que les différents organes étatiques qui interviennent doivent jouer. Mais est-ce que vous avez foi? Est-ce que vous pourriez avoir foi en la bonne foi de ceux qui
pourrait descendre dans la rue, inciter des gens à descendre dans la rue, en vous disant il est possible que l'administration fasse tout de son devoir pour éviter des violations, mais que l'on trouve justement le petit moyen, la petite excuse pour descendre dans la rue, y compris en sachant qu'on est en pleine violation des procédures. Bon, il faut seulement éviter de prêter le flanc. Parce que, nous le disons, évitons de donner aux gens la possibilité de trouver des prétextes de justifier des actes qui peuvent poser et qui puissent être heureux pour la cohésion sociale. Mais est-ce que le gouvernement, est-ce que l'État, le chef de l'État au premier plan, est-ce qu'il est conscient de cela? Regardez la courbe des contestations des résultats électoraux au Cameroun depuis 1992. Elle est croissante. Et la croissance est devenue exponentielle entre 2004, 2011 et 2018. Okay. Vous savez ce qui s'est passé en 2018. Et maintenant, depuis 2018, le président de la République est resté indifférent à cela. On n'a pas posé le moindre acte qui contribue à apaiser les tensions en disant que, bien tiens, le président veut donner l'impression d'améliorer ce qui est à la base des contestations des résultats électoraux. Ses adversaires politiques se sont dit pour travailler, a dit, bon, mais voilà, on peut quand même proposer au président de la République quelque chose à modifier sur le code électoral, donnant l'impression que on veut ouvrir le jeu à aller à une élection libre, transparente. Mais quel est le sort qu'il a réservé au travail de ses adversaires? C'est tout simplement de mettre dans la poubelle. Vous savez que la plateforme de l'opposition qui a travaillé pour proposer la modification du code électoral a atteint le maximum de concessions qu'un non-politique puisse faire. Ils ont fait des propositions évitant toute modification devant renvoyer à une modification de la Constitution. Ils se sont limités à des modifications par voie législative. On a envoyé le rapport. Moi qui suis à qui ils ont confié la coordination du secrétaire technique, c'est à moi qu'on a confié la copie à aller déposer au président. Je suis allé à la présidence déposer. Mais 5 années après, il a fait comprendre à Madame, à Honorable Dame Joya, porte-parole de cette plateforme, qui n'avait jamais eu ça. Et il lui a demandé de le remettre. Nous rentrés, ces leaders se sont mobilisés à nouveau pour travailler et on a refait une autre copie du rapport et qu'on a envoyé avec le vice-président du PCRN déposé à la présidence. Jusqu'à présent, c'est comme si rien n'était fait. Donc si on va à l'élection présidentielle de 2025 avec les mêmes dispositifs en termes de loi électorale qui sont contestés parce que la contestation des règles de jeu électoraux inscrit déjà le pays dans des contentieux préélectoraux important. Mais ceci peut nous conduire. Le moment venu, les contestations seront légitimes parce qu'on va dire on a maintenu les mêmes dispositifs frauduleux qu'en 2018 parce que ça favorise un parti politique. Et le maintien de l'ordre sera légitime. Le maintien de l'ordre sera légitime. Il est toujours légitime, même si c'est illégal, il est toujours légitime parce que il est acté par ceux qui ont la compétence de le faire. Mais en termes de pertinence, on verra qu'ils auront échoué dans leur rôle de préserver la vie des Camerounais et de leur bien, avec toutes les conséquences qu'il faudra tirer. Il faut avouer que les pouvoirs publics ont une mission de salut public. D'accord, il y a les pouvoirs publics comme deuxième acteur. Oui, encore un autre élément. Parmi ces pouvoirs publics, ceux qui occupent les fonctions de pouvoir et de décision. Les ministres, mission de service public. Maintenant, allons rapidement à l'échelle locale. Les préfets, les sous-préfets. C'est quoi cette histoire où, par exemple, vous avez un leader, prenons le cas de Cabral Libi, parce que moi j'aime illustrer. C'est quoi cette histoire où... et là, je vais vous faire une révélation. J'ai contribué à la présidence de la République. Je ne voudrais pas prendre certains collaborateurs du chef de l'État à témoin, en ordre à dire que, quand même, monsieur le ministre, est-ce qu'on va laisser toujours le ministre de l'administration territoriale donner l'impression que Cabral Libi ne fait un meeting, alors qu'il a construit, comme un petit oiseau fait son nid, le PCRN? Je vous assure, ce ministre, collaborateur du chef de l'État, m'a appelé et il m'a dit, professeur, est-ce que vous avez vu la lettre que le chef de l'État a adressée à Cabral Libi? Il m'a dit, tu vois qu'on en compte de ce que vous dites.
le président Paul Biya a félicité. Et je crois que les félicitations à Cabral Libye devraient être une force de droit, une leçon pour que désormais, moi qui ne suis pas proche du PCRN, pour qu'on laisse enfin ce jeune homme qui grandit bien politiquement faire son travail. Le président lui a écrit, il faut insister là-dessus. Le jour où vous avez présenté les prestations du ministre de la Défense, je vous ai dit que non, il a écrit à certains leaders, et je vous confirme que le président a félicité Cabral. Donc, que les pouvoirs publics. Deuxième cas, maintenant, la société civile. On a une société civile, du point de vue définitionnel, qui a pour mission d'accompagner les pouvoirs publics. Et cette société civile doit être responsable. Mais c'est vrai qu'elle est traquée quand on voit par décret ou par décision la dissolution de certaines, le cas de Madame Gombe et d'autres associations qui sont supprimées, mais que cette société civile sache que c'est par elle que passe à 70% ce que attend le peuple. Parce qu'on a une société civile toujours contre le gouvernement aussi. Qui est plus proche de l'opposition. Oui, et c'est ça. C'est beaucoup, vous comprenez. Vous voyez comment je suis honnête. Une société civile, c'est-à-dire on a même l'impression qu'elle se substitue structurellement à l'opposition politique. Il faut qu'une société civile responsable. Et la troisième catégorie, au regard du temps que nous est imparti, ce sont les partis politiques. Les partis politiques ne doivent pas se construire sur la seule préoccupation factiste de l'engagement politique. Il faut voir l'histoire du Cameroun. Mais écoutez, les premiers leaders politiques du Cameroun, j'ai encore en mémoire des gens comme Charles Okala, j'ai des gens comme Moussa Yaya, j'ai des gens comme les John Goufoncha, les Indele, et puis tous les autres, les Oumyobe, non, les Oumyobe même, et même d'autres personnes comme les Ernest Wanje, les Njoya Aruna. Observez qu'avant l'indépendance, nous avions à peu près 10 partis politiques. Ce qui était intéressant chez ces pères fondateurs, disait le chef de l'État lors de son discours, je n'aime pas tout dire que comme dit le chef de l'État, ça peut gêner certains, mais évoquer les pères fondateurs, ils ont construit le Cameroun sur la base d'une vision idéologique. Les combats n'étaient pas comme ce qu'on voit aujourd'hui. Mais malheureusement, les partis politiques sont devenus des lieux de récupération et des hauts lieux où on prépare la guerre. Des hauts lieux où il y a une violence même en interne. Mais face à cela, que doit faire le pouvoir? Que doit faire l'administration? Là, c'est pour répondre à Honorable Adamo Koumit. Il faut sensibiliser les deux corps. Parce que vous avez les pouvoirs publics qui peuvent sensibiliser les partis politiques en tendant la main, et puis qui tirons deux leçons. Je suis là-dessus. Deux. Première leçon, le coup d'État, la tentative de coup d'État d'avril. Qu'est-ce qui a suscité cela? C'était un certain ras-le-bol où, à un moment donné, et les gens ne veulent pas le dire, on avait l'impression qu'à Idjo Parti, il fallait liquider le septentrion. Et les gars ont manqué de sang-froid. À un moment donné, ils se sont dit que non, après tout, on ne peut pas laisser faire. Rappelez-vous, même si je n'approuve pas cela, du discours des putschistes, certains se comportaient comme s'il fallait, il fallait aller très vite avant qu'il ne soit trop tard. Regardez ce discours des putschistes. Je condamne le putsch. Mais quand vous revenez 30 ans en arrière, vous vous dites, mais tiens, on a l'impression que certains voyaient cette segmentation tribale où des groupes à eux tout seuls occupent tous les postes ou s'auto-détruisent. Quel est ce pays où on détruit les hommes d'affaires? On les met en prison. Quel est ce pays où, quel est l'intérêt même que nous avons, les pouvoirs publics, à garder un type comme Ataname Bara, 17 ans en prison? Quel intérêt ils ont à garder un type comme Olangena, 1 ans en prison? Vous voyez que tout ça participe à des positions avant-gardistes. Vous voyez donc que, deuxième point et dernière leçon, la guerre du Nozo. Je vous assure, si nous n'avons pas le courage, M. Boni-Philippe, de dire que, à un moment donné, lorsque ces enfants, j'étais à Boya, je revenais des soutenances à Boya, lorsque, sortant sur la cour, j'ai vu l'armée au campus,
en train de rouler des enfants dans la boue. Mais qu'est-ce qui est devenu cet acteur? Cet acteur a eu une promotion de ministre. Or, tout le monde sait, même au sein du RDPC, moi je suis biaïste, c'était un trouble fait dont on n'avait plus besoin de promouvoir. Parce que c'est ça qui a été à l'origine en partie du conflit du Nozo. Parce que la goutte d'eau a débordé le vase, même si on évoque aussi après les affaires des avocats, dont les partis politiques doivent promouvoir des personnes apaisées et non des va-t-en-guerre. D'accord. Je précise que nous avons beaucoup de temps pour ça, parce que c'est on dira, l'unique sujet à l'ordre du jour aujourd'hui. Exceptionnellement, professeur Abba Oyono nous dit bonjour Philippe. Il y a plus d'un an, sur ces mêmes plateaux de télévision, j'instruisais mon frère Elimbi Lobé sur l'impératif de s'arrêter à l'idée de suprématie de la Constitution sur la loi qu'est le Kitoko, en valant rien devant le Chivas constitutionnel. Et je me réjouis de ce que, depuis lors, j'ai réussi à susciter le réflexe des Camerounais à apprendre à lire la Constitution, dont les dispositions pertinentes de l'article 15 permettent à Maurice Kamto d'être directement investi par son parti politique, sans qu'il soit besoin d'activer toute autre alternative de l'article 121 alinéa 2 de la loi électorale de 2012. Ma position juridique sur la question n'est donc nullement ambiguë. Dire en revanche à Libye par la suite que je le rejoins en rapport à la critique de la non-participation du MRC à la compétition électorale de 2020 relève d'un avis exclusivement politique. Des cabinets noirs qui tentent vainement de faire vaciller ma lucidité d'intellectuel par le découpage, je suppose, puis la diffusion de l'extrait terminé de la vidéo, masquant volontairement mon avis juridique surrelevé, ne sont pas encore nés pour me prendre à défaut. C'est professeur Abba Oyono, là il parle du débat, nous avons ouvert cette émission. Mais il ne comprend pas. Non, je pense que... je ne comprends pas. Finissez d'abord, après je vais rajouter. Oui. Je peux dire quelque chose? Oui, non, je voudrais donner la parole d'abord. D'accord. Non, je croyais que je pouvais d'abord, on aura Adamo Kopoto. Mais pour saluer Ada Abba Oyono, parce que moi, je vous avoue tout de suite que j'ai beaucoup de respect pour lui. Et vraiment, je crois que lorsque nous serons peut-être en face, nous allons en discuter. Mais je sais que c'est un monsieur très honnête. C'est un monsieur aussi exaspéré par, il faut dire, les tribulations de l'État. Maintenant, confirmer que le ministre Kamto, oui, il peut se présenter, mais pas avec le MRC. D'accord. Je crois que j'aurai le temps de lui dire à mon frère Abba Oyono, pour qui, je répète, j'ai beaucoup de respect. Adamo Kopit, le professeur Messanga dit des choses qui sont peut-être réelles, enfin qui sont réelles et d'ailleurs qui sont vérifiables. Et ça, c'est... Moi, j'encourage ça, mais l'objectif ici, c'est comment on fait. Si on laisse un peuple qui est mécontent, un peuple qui est dans l'exaspération des injustices et de tout autre vice de la société, aller dans la rue, il peut ne même pas avoir élection, on peut ne même pas avoir un président de la République. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'éviter? Là, on tombe directement dans la recette avant d'aborder la deuxième partie de notre thématique. Monsieur Boni, vous allez souffrir que je réponde à certaines attaques. Donc, mon parti et moi sommes victimes sur ce plateau. Il me semble que Club Élite est une véritable tribune d'élite qui ne mérite pas qu'on y vienne pour faire le Congo ça. Malheureusement, quelqu'un veut nous ramener à ce genre de débat de bas étage, mais en respect à ceux qui nous regardent. Parce que je sais que ce sont des personnalités et des citoyens de haute facture qui regardent cette émission, dont le devoir de clarifier. La première chose, on accuse mon parti, lui, d'essayer d'être violent et d'avoir tué les gens à Foumbot lors des dernières élections. Il faudrait que les téléspectateurs retiennent qu'il n'y a eu aucune mort à Foumbot lors des dernières élections. En l'occurrence, il y a eu 2 morts à Kupa Matapi, cette fois-là dans l'arrondissement, dans la commune de Fumba. Et nous tous, nous savons, le jour des élections, on ne peut pas d'emblée dire
que tel est tel parti, tel est de tel parti. Parce que d'ailleurs, la campagne électorale est interdite le jour des élections. Et il y a eu l'organisation d'une machine de fraude. Et justement, c'est ça que nous disons, et le président Sambaka l'a rappelé, il faudrait que les gens évitent d'aller à la fraude, parce que la fraude met vos adversaires dans des situations de défense. On a organisé un charter de fraude, notamment le préfet à l'époque, M. Boyomo, et le sultan, qui à l'époque était président, chef de délégation permanente du parti au pouvoir, l'Ouest. Ils avaient l'objectif pour eux de gagner la commune de Fumban. Ils ont organisé après des bandits, recruté et mis à disposition une voiture de laisser passer, parce que vous savez, le professeur peut le témoigner, le code électoral interdit des circulations le jour du vote. Ils sont partis de Fumban, qui est pour Kupa Matapi, qui est à 15 km, pour aller attaquer des bureaux de vote. Maintenant, face à cette attaque, il y a eu des violences et ça a entraîné mort d'homme. Quand il y a mort d'homme, il n'y a pas meilleur pouvoir que la justice pour dire qui a tué et sanctionner, n'est-ce pas, les tueurs. Le peuple qui nous regarde sait que à date, il y avait une personne qui était présumée coupable, auteur de ce meurtre-là, et qui n'ont jamais été identifiés comme étant militants de l'Union démocratique du Gabon. Ils étaient dans la justice, on les a condamnés à Fumban, ils ont fait appel à Bafoussam, et la cour d'appel de Bafoussam, qui a engagé des enquêtes fontes, a eu à rétablir leur innocence et les a relâchés purement et simplement. Donc, rien à voir avec l'UDC. Alors rien à voir avec l'UDC, et donc il n'y a même pas des gens qui soient condamnés pour qu'on aille peut-être les identifier pour dire qu'ils sont militants de l'UDC et ont agi au nom et pour le compte de l'UDC. Par contre, en évoquant ce problème, je voudrais avoir une pensée pieuse pour la mémoire d'un jeune de 36 ans, Serge Mbassa Mbok, qui cette fois-là a perdu sa vie du fait de la violence du parti RDPC de M. Ondondo, lors du renouvellement des organes de base, dans le Mbam, l'arrondissement de Ndek, ou du fait de la fraude, parce que comme le RDPC fraude aux élections nationales, aux élections républicaines, ils fraudent également entre eux lors des élections internes. Mais est-ce qu'il n'y a pas de voie légale de contestation? La fraude lors des élections internes dans le Mbam a conduit à cette violence où il y a eu mort d'homme. Je te cite le nom d'un citoyen qui a perdu sa vie en tenue du RDPC lors du renouvellement des organes de base de ce parti, avec de nombreux blessés. Et puis, tu vas répondre après. Tu as évoqué le cas qu'on a chassé, M. Sambaka de l'UDC. Lui-même, il est là. Qui peut nous montrer une lettre d'exclusion de l'UDC signée par l'UDC pour dire nous t'avons exclu, nous te chassons. Pourquoi tu veux parler de quelqu'un qui est là? Enfin, tu as parlé de l'Assemblée nationale. Franchement, respectez ce plateau, monsieur Ondondo. Vous voulez défendre votre parti. Vous avez perdu le temps aux téléspectateurs pour dire des choses sur lesquelles on ne peut rien tirer comme leçon par rapport à ce que les gens attendent sur l'analyse de cette thématique. À l'Assemblée nationale, les députés ont le droit de prendre la parole. Il y a eu débat sur l'adoption d'une loi importante. L'honorable Tomaino Damjoya, porte-parole des députés de l'UDC, demande la parole. On refuse de lui donner ça. Elle insiste. On refuse de lui donner. Elle prend son chevet pour lancer devant le pupitre afin d'attirer l'attention du président pour que le président sache qu'elle a le droit de prendre la parole. C'est ce chevalet qui est allé malencontreusement heurter la tête de l'honorable Wanla, qui est là, qui est encore là. Oui. Et nous savons ce qui s'est passé par la suite. Ça perçu elle a enlevé le talon, elle n'a jamais enlevé le talon. Elle n'a jamais de problème avec l'honorable Wanla pour cibler et lui blesser par la tête. Et lui blesser la tête. Donc, elle a pris son chevalet pour attirer davantage l'attention de celui qui est choix de dire. Pour dire elle exprime sa revendication. L'UDC est un parti de non-violence. Il est réputé et reconnu, respecté pour cela. Enfin, vous voulez défendre votre camarade de parti, le sénateur qui aurait été violenté.
il a initié une mission tournée, soi-disant, de compte rendu sénatorial. Et depuis il est élu sénateur, il n'a jamais mis pied dans une commune pour dire quels sont vos besoins pour aller faire telle chose. Maintenant, il revient. Il n'a pas eu de séance d'invitation pour dire à la mairie, nous allons venir pour faire telle chose. On apprend sur les réseaux sociaux qu'il va venir. On lui dit, mais monsieur, il y a des problèmes. Et tant qu'on n'a pas résolu ce problème, c'est véritable. L'UDC n'a pas un parti d'hypocrite. Pour nous, lorsqu'on est d'accord, on fait savoir. Lorsqu'on n'est pas d'accord, on le fait savoir. Il y a un problème réel dans le Noun. Si le pouvoir veut résoudre ça, ce n'est pas à travers des activités circonstancielles ou événementielles qu'on va venir résoudre. Ou bien donner l'impression qu'on est ensemble alors qu'au fond, il y a un problème qu'on doit résoudre. Pourquoi c'est un parti politique? Pourquoi c'est un parti politique? Et là, c'est Sambaka qui l'a dit. Sauf le peuple, souvent pour le prendre en otage et faire passer le message qu'ils veulent passer à travers le peuple. Parce que s'il y a aujourd'hui des autres, ce n'est pas les partis politiques. Généralement, ils ne sont même pas visibles. C'est le peuple qui va devant et qui paye le prix fort. Moi, je suis d'accord avec la pertinence de l'observation faite par le président Sambaka. À savoir que c'est le peuple qui est souverain et c'est le peuple qui doit prendre sa responsabilité. Les partis politiques, ce sont des acteurs qui recherchent à accéder au pouvoir ou bien à se maintenir au pouvoir. Peut-être qu'ils peuvent être confondus par leurs intérêts personnels au-dessus, mettre leurs intérêts personnels au-dessus de l'intérêt général qui est l'intérêt du peuple. À ce moment-là, le seul arbitre objectif compétent qui a le dernier mot, c'est ce peuple. Et donc je pense que son analyse est une invite au peuple de prendre sa responsabilité et de jouer le rôle qu'il doit jouer. Si c'est le jeu de sanctionner, parce qu'on ne peut pas venir sur la scène politique et dire que tous les acteurs sont mauvais. Le peuple doit être capable d'identifier le moins mauvais, en qui il peut faire confiance et qui il peut sanctionner. Et donc je crois que c'est ça, à mon sens, ce que je peux retenir comme leçon de son analyse qui est pertinente et je dois la reconnaître. Maintenant, vous avez dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'élection présidentielle passe et que le Cameroun reste debout et dans la paix? C'est ça notre préoccupation. C'est ça. Pour cela, il faut que le parti d'Ondondo fasse profil bas. Que le président Sambaka a rappelé le slogan cher à l'UDC, le Cameroun, pour nous tous et par nous tous. Il faut qu'ils comprennent. D'ailleurs, même ils ont honte aujourd'hui de dire qu'ils sont le parti au pouvoir. Et comment ils disent nous sommes le parti proche du pouvoir. Prenez votre responsabilité.